Dans l'histoire de la science et de l'humanité, peu de noms brillant avec autant d'éclat que celui de Louis Pasteur. Ce chimiste et microbiologiste français, né au XIXe siècle dans une famille modeste, allait révolutionner notre compréhension du monde microscopique et sauver des millions de vies à travers ses découvertes extraordinaires. De la pasteurisation qui porte son nom aux vaccins qui ont éradiqué des maladies mortelles, Pasteur a transformé la médecine, l'agriculture, l'industrie alimentaire et notre conception même de la vie. Son parcours, marqué par une curiosité insatiable, une rigueur scientifique exemplaire et un dévouement sans faille à la vérité, demeure une source d'inspiration pour les chercheurs du monde entier. Pasteur n'était pas seulement un scientifique brillant, c'était un visionnaire qui a compris que la science devait servir l'humanité. Ses travaux ont jeté les fondations de la microbiologie moderne, de l'immunologie et de nombreuses autres disciplines qui continuent si prenant de nous protéger aujourd'hui. Les origines, une enfance en Franche-Comté, Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822 à Dole, dans le département du Jura, en Franche-Comté. Son père, Jean-Joseph Pasteur, était un ancien soldat de Napoléon qui s'était reconverti en tanneur après les guerres napoléoniennes. Sa mère, Jeanne-Étiennette Rocky, était une femme simple et dévouée qui gérait le foyer familial avec sagesse et affection. La famille Pasteur incarnait les valeurs de travail, d'honnêteté et de patriotisme qui allaient profondément marquer le jeune Louis. En 1827, alors que Louis n'avait que 5 ans, la famille déménagea à Arbois, une petite ville pittoresque nichée dans les vignobles du Jura. C'est dans ce cadre rural que Pasteur passa son enfance et son adolescence, développant un amour profond pour sa région natale qu'il conservera toute sa vie. Arbois, avec ses vignes, ses fermentations et ses traditions agricoles, allait inconsciemment préparer le terrain pour ses futures recherches sur la fermentation. Enfant, Louis ne montrait pas de signes particuliers de génie. Il était un élève sérieux et appliqué, mais sans éclat exceptionnel. Ce qui le distinguait, c'était son caractère méthodique, sa persévérance et une capacité remarquable à se concentrer intensément sur un sujet jusqu'à le maîtriser complètement. Ces qualités, cultivées dès son jeune âge, deviendraient sans doute les piliers de sa méthode scientifique future. Louis possédait également un talent artistique notable. À l'adolescence, il excellait dans le dessin et réalisa de nombreux portraits au pastel de sa famille et de ses amis. Ses œuvres, d'une qualité impressionnante, révélaient déjà son sens aigu de l'observation et son attention minutieuse aux détails. Des compétences qui se révéleraient essentielles dans ses travaux scientifiques ultérieurs. Plusieurs de ses portraits sont aujourd'hui conservés au musée Pasteur à Paris. La formation, du collège à l'école normale supérieure. Le parcours académique de Pasteur fut loin d'être linéaire. Après ses études primaires à Arbois, il fréquenta le collège royal de Besançon, où il obtint son baccalauréat S-Lettres en 1840, puis son baccalauréat S Sciences mathématiques en 1842. Ses résultats, bien qu'honorables, n'étaient pas exceptionnels. C'est à cette époque qu'il hésita entre une carrière artistique et des études scientifiques, mais l'influence de ses professeurs et son propre attrait pour la compréhension rationnelle du monde le conduisirent vers les sciences. En 1843, Pasteur fut admis à l'École normale supérieure de Paris, le temple de l'excellence académique française. Cette institution allait transformer le jeune provincial en un scientifique de premier ordre. À l'école normale, Pasteur fut exposé aux plus grands esprits scientifiques de son époque et eut accès à des laboratoires bien équipés. Il étudia sous la direction de Jean-Baptiste Dumas, un chimiste renommé qui devint son mentor et qui influença profondément son approche scientifique. C'est également à l'école normale que Pasteur développa sa philosophie de la recherche. Il croyait fermement que la théorie et la pratique devaient être indissociables, que l'expérimentation rigoureuse était la seule voie vers la vérité scientifique, et que la science devait avoir des applications concrètes au service de l'humanité. Ces principes guidèrent en tous ses travaux futurs. En 1847, Pasteur obtint son doctorat S-Science avec une thèse remarquable sur la cristallographie. Ce travail, qui portait sur l'étude des formes cristallines et de la lumière polarisée, démontrait déjà sa capacité exceptionnelle à observer, analyser et tirer des conclusions révolutionnaires de phénomènes apparemment simples. Les premières découvertes, la dissymétrie moléculaire. La première grande contribution scientifique de Pasteur concerna la chiralité moléculaire. Un C
Marie Curie demeure l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire des sciences. Pionnière dans le domaine de la radioactivité, elle a brisé les barrières de son époque pour devenir la première femme à recevoir un prix Nobel, et la seule personne à en avoir reçu deux dans des disciplines scientifiques différentes. Son parcours exceptionnel, marqué par une détermination sans faille et une passion inébranlable pour la connaissance, continue d'inspirer des générations de scientifiques à travers le monde. Les origines et l'enfance, en Pologne, Maria Salomea Skłodowska est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, alors sous domination russe. Elle était la benjamine d'une famille de 5 enfants. Son père, Władysław Skłodowski, était professeur de mathématiques et de physique, tandis que sa mère, Bronisława Boguska, dirigeait un pensionnat pour jeunes filles. Cette atmosphère familiale, profondément marquée par l'éducation et la culture, a joué un rôle déterminant dans l'éveil intellectuel de la jeune Maria. L'enfance de Maria fut cependant assombrie par des épreuves douloureuses. En 1876, sa sœur aînée Zofia mourut du typhus, suivie 2 ans plus tard par sa mère emportée par la tuberculose. Ces tragédies familiales ont profondément marqué la jeune fille, qui trouva refuge dans les études. Élève brillante, elle manifesta très tôt des aptitudes exceptionnelles pour les sciences, encouragée par son père qui lui transmit sa passion pour la physique et les mathématiques. À cette époque, la Pologne était sous le joug de l'occupation russe, et les autorités tsaristes imposaient de sévères restrictions à l'enseignement polonais. Les femmes n'avaient pas accès à l'université, ce qui rendait impossible pour Maria de poursuivre des études supérieures dans son pays natal. Malgré ces obstacles, elle continua à se former en fréquentant l'Université volante, une institution clandestine qui dispensait des cours en polonais et accueillait les étudiantes. Le départ pour Paris et les années d'études. En 1891, à l'âge de 24 ans, Maria réalisa son rêve et partit pour Paris afin de poursuivre des études universitaires. Ce départ fut rendu possible grâce à l'aide financière de sa sœur aînée Bronisława, qui vivait à Paris avec son mari médecin. Maria s'inscrivit à la faculté des sciences de l'Université de Paris, plus connue sous le nom de Sorbonne, où elle put enfin étudier la physique, la chimie et les mathématiques. La vie à Paris ne fut pas facile pour la jeune étudiante polonaise. Vivant dans des conditions précaires dans une mansarde glaciale du quartier latin, elle devait souvent se contenter de pain et de thé pour subsister. Ses ressources financières limitées l'obligeaient encore à des choix difficiles entre se nourrir convenablement et acheter du charbon pour se chauffer. Pourtant, rien ne pouvait entamer sa détermination. Elle passait ses journées à la bibliothèque Sainte-Geneviève et au laboratoire, absorbée par ses études. Ses efforts furent récompensés. En 1893, elle obtint sa licence de physique, terminant première de sa promotion, un exploit remarquable pour une femme dans un milieu exclusivement masculin. L'année suivante, elle décrocha également une licence de mathématiques, se classant 2e. Ses succès académiques témoignaient non seulement de son intelligence exceptionnelle, mais aussi de sa capacité de travail phénoménale et de sa volonté de faire. La rencontre avec Pierre Curie. En 1894, la vie de Maria prit un tournant décisif lorsqu'elle rencontra Pierre Curie, un physicien français déjà reconnu pour ses travaux sur la piézoélectricité et le magnétisme. Cette rencontre, facilitée par un physicien polonais, fut le début d'une collaboration scientifique et d'une histoire d'amour qui allait en marquer l'histoire des sciences. Pierre Curie, de 8 ans son aîné, était alors chef de travaux à l'École municipale de physique et de chimie industrielle de Paris. Lui aussi était animé par une passion dévorante pour la science et partageait avec Maria une même vision de la recherche scientifique désintéressée, menée pour le seul amour de la connaissance. Leur rencontre intellectuelle fut immédiate et profonde. Ils passaient pendant des heures à discuter de physique, de cristallographie et de leurs rêves scientifiques. En juillet 1895, Maria et Pierre se marièrent dans une cérémonie civile simple. Pour son mariage, Maria choisit une robe de laboratoire pratique et sombre qu'elle pourrait porter ensuite pour travailler, un choix symbolique de ses priorités. Désormais Marie Curie, elle forma avec son époux un couple scientifique exceptionnel, uni par un amour partagé et une passion commune pour la recherche. Les recherches sur la radioactivité. C'est en 1897, alors qu'elle cherchait un sujet pour sa thèse de doctorat, que Marie Curie s'intéressa aux rayons uraniques. Antoine Laurent de Lavoisier demeure l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire des sciences. Né au cœur du siècle des Lumières et mort tragiquement pendant la Révolution française, ce savant exceptionnel a révolutionné notre compréhension de la matière et des transformations chimiques.
Considéré comme le père de la chimie moderne, Lavoisier a posé les fondements d'une discipline scientifique rigoureuse, remplaçant les anciennes théories alchimiques par une approche expérimentale et quantitative. Sa vie, aussi brillante que tragique, illustre parfaitement les tensions entre la science, la société et la politique dans une période de bouleversement sans précédent. Les années de formation. Antoine-Laurent Lavoisier voit le jour le 26 août 1743 à Paris, dans une famille aisée de la bourgeoisie française. Son père, Jean-Antoine Lavoisier, est avocat au Parlement de Paris, et sa mère, Émilie Punctis, appartient également à une famille de juristes. Cette origine sociale privilégiée permettra au jeune Antoine de bénéficier d'une éducation exceptionnelle, fondement de sa future carrière scientifique. Orphelin de mère à l'âge de 5 ans, Antoine est élevé par sa tante paternelle. Il hérite d'une fortune considérable qui lui assurera une indépendance financière tout au long de sa vie. Cette aisance matérielle lui permettra de se consacrer entièrement à ses recherches scientifiques sans avoir à se soucier de contraintes économiques. Le jeune Lavoisier poursuit ses études au prestigieux Collège Mazarin, également connu sous le nom de Collège des Quatre Nations, où il reçoit une formation classique complète. Brillant élève, il s'intéresse initialement au droit, suivant ainsi la tradition familiale. Il obtient son baccalauréat en droit en 1763 et sa licence en 1764. Cependant, parallèlement à ses études juridiques, Lavoisier développe une passion croissante pour les sciences naturelles. C'est au collège Mazarin qu'il rencontre plusieurs professeurs qui marqueront profondément son orientation scientifique. L'abbé Nicolas-Louis de Lacaille, astronome et mathématicien, lui enseigne les mathématiques et l'astronomie. Guillaume-François Rouelle, chimiste réputé, éveille son intérêt pour la chimie à travers des cours publics au Jardin du Roi. Jean-Étienne Guettard, géologue et naturaliste, l'initie aux sciences de la Terre et l'emmène sur le terrain pour des observations géologiques. Ces influences diverses façonnent l'approche scientifique de Lavoisier, caractérisée par une grande rigueur mathématique et une attention particulière à l'observation et à la mesure précise. Dès 1764, à l'âge de 21 ans, il commence à participer activement à la vie scientifique parisienne, assistant aux séances de l'Académie des sciences et présentant ses premiers mémoires. L'entrée dans le monde scientifique. La carrière scientifique de Lavoisier débute officiellement dans les années 1760. En 1765, il remporte une médaille d'or décernée par l'Académie des sciences pour un mémoire sur le meilleur système d'éclairage public de Paris. Ce travail, bien que n'étant pas strictement chimique, démontre déjà sa capacité à allier recherche théorique et application pratique, une caractéristique qui marquera toute son œuvre. Entre 1763 et 1767, Lavoisier accompagne Guettard dans de nombreuses excursions géologiques à travers la France. Ces voyages, entrepris dans le cadre d'un projet d'atlas minéralogique du royaume, lui permettent d'affiner ses compétences d'observation et de développer un intérêt pour la composition chimique des minéraux et des eaux. Les méthodes rigoureuses qu'il développe durant ses expéditions, notamment pour l'analyse des eaux minérales, préfigurent son approche future de la recherche chimique. En 1768, à seulement 25 ans, Lavoisier est élu membre adjoint de l'Académie royale des sciences, une reconnaissance exceptionnelle pour un savant aussi jeune. Cette élection marque son entrée officielle dans l'élite scientifique française. L'Académie des sciences constitue alors le centre névralgique de la recherche scientifique en France et l'appartenance à cette institution prestigieuse offre à Lavoisier un cadre idéal pour développer ses travaux. La même année, Lavoisier prend une décision qui influencera profondément sa vie personnelle et financière. Il achète une charge de fermier général. La ferme générale est une compagnie privée chargée de collecter les impôts indirects pour le compte du roi. Cette fonction, bien que lucrative, sera plus tard à l'origine de ses malheurs pendant la Révolution. Néanmoins, à court terme, elle lui procure des revenus considérables qui financent ses recherches scientifiques coûteuses, notamment l'acquisition d'instruments de mesure précis et la construction d'un laboratoire personnel, le mariage et la collaboration scientifique. En 1771, à l'âge de 28 ans, Lavoisier épouse Marie-Anne Pierrette Pauls, fille de Jacques Pauls, l'un de ses collègues fermiers généraux. L'histoire du cinéma commence véritablement un soir d'hiver parisien, le 28 décembre 1895, dans le salon indien du Grand Café, boulevard des Capucines. Ce soir-là, 33 spectateurs assistent à une projection qui changera à jamais l'art, la culture et la manière dont l'humanité capture et partage ses histoires.
Les responsables de cette révolution sont deux frères lyonnais, Auguste et Louis Lumière, dont les noms resteront à jamais gravés dans l'histoire comme les véritables pionniers du 7e art. Auguste-Marie Louis-Nicolas Lumière, né le 19 octobre 1862, et Louis-Jean Lumière, né le 5 octobre 1864, tous deux à Besançon, sont bien plus que de simples inventeurs. Ils représentent l'esprit d'innovation de la belle époque française, cette période foisonnante où la science, la technique et l'art se rencontraient l'un pour créer des merveilles qui façonneraient le XXe siècle. Leur parcours illustre parfaitement comment la curiosité intellectuelle, le sens des affaires familiales et le génie technique peuvent se conjuguer pour produire une invention qui transcende son époque. Les origines familiales et la formation. Pour comprendre le génie des frères Lumière, il faut d'abord s'intéresser à leur père, Antoine Lumière, peintre portraitiste reconverti dans la photographie. Né en 1840 à Ormois, Antoine s'installe à Besançon où il ouvre un atelier photographique. C'est dans cet environnement imprégné d'images et de chimie que grandissent Auguste et Louis. Dès leur plus jeune âge, les deux garçons sont familiarisés avec les procédés photographiques, les plaques sensibles, les révélateurs et les fixateurs qui constituent le vocabulaire quotidien de leur foyer. En 1870, la famille déménage à Lyon, fuyant l'invasion prussienne. Antoine y ouvre un nouvel atelier photographique rue de la Barre, puis plus tard rue Saint-Pierre. C'est dans cette ville industrielle et commerçante, alors en pleine expansion, que les frères Lumière vont développer leur talent. Lyon, avec son esprit d'entreprise et son tissu industriel dynamique, offre le terreau idéal pour les ambitions de la famille. La formation des deux frères est marquée par une dualité intéressante. Auguste étudie les sciences naturelles et se passionne pour la biologie et la médecine, domaine qu'il explorera tout au long de sa vie. Louis, quant à lui, manifeste très tôt des dispositions exceptionnelles pour la physique et la mécanique. Cette complémentarité de leurs talents sera l'un des secrets de leur succès futur. Alors que de nombreux inventeurs travaillant seuls, les frères Lumière bénéficient d'une synergie unique, chacun apportant ses compétences propres à leur projet commun. L'entreprise familiale et les premières innovations. Le véritable tournant dans la vie des frères Lumière survient en 1881 lorsque Louis, alors âgé de seulement 17 ans, met au point une nouvelle formule de plaque photographique sèche. Cette invention révolutionne littéralement l'activité familiale. Les plaques au gélatino-bromure d'argent qu'il développe sont bien plus sensibles et pratiques que les plaques humides utilisées jusqu'alors, qui devaient être préparées juste avant la prise de vue et développées immédiatement après. Antoine Lumière, reconnaissant le potentiel commercial de cette innovation, décide de transformer son atelier en une véritable manufacture industrielle. En 1882, la famille fonde l'entreprise Antoine Lumière et ses fils dans le quartier de Montplaisir à Lyon. Ce qui commence comme un petit atelier se transforme rapidement en une usine prospère. L'entreprise connaît une croissance fulgurante, passant de quelques employés à plus de 300 en quelques années. Les plaques Lumière acquièrent rapidement une réputation d'excellence dans toute l'Europe. Leur qualité supérieure et leur fiabilité en font le choix privilégié des photographes professionnels. En 1894, l'usine produit déjà 15 millions de plaques par an, faisant de l'entreprise Lumière l'un des plus importants fabricants de matériel photographique au monde. Cette réussite industrielle procure à la famille non seulement la fortune, mais aussi les moyens financiers et techniques nécessaires pour poursuivre des recherches plus ambitieuses. L'usine Lumière de Montplaisir devient un véritable centre d'innovation. Les frères y disposent pas de laboratoires équipés des meilleurs instruments scientifiques de l'époque. Ils peuvent y expérimenter, tester et perfectionner leurs idées sans les contraintes financières qui limitent tant d'autres inventeurs. Cette liberté de recherche sera déterminante pour le développement du cinématographe, le défi de l'image animée. À la fin du XIXe siècle, l'idée de capturer et de reproduire le mouvement obsède de nombreux chercheurs et inventeurs à travers le monde. Les innovations françaises de demain sont largement diffusées à l'échelle mondiale. Elles contribuent à la compétitivité des entreprises, à la création d'emplois et au rayonnement international de la France. Dans de nombreux pays, les technologies, les infrastructures et les modèles français sont adoptés, adaptés et intégrés, témoignant de leur pertinence et de leur valeur universelle. La valeur des innovations et des inventions françaises réside autant dans leur richesse historique que dans leur capacité à répondre aux défis contemporains. En combinant une tradition intellectuelle forte, un système éducatif exigeant,
un soutien public structurant et un dynamisme entrepreneurial croissant, la France continue de jouer un rôle majeur dans l'innovation mondiale. Dans un monde en mutation rapide, les innovations françaises ne sont pas seulement des réalisations techniques ou scientifiques. Elles incarnent une vision du progrès fondée sur l'équilibre entre performance économique, responsabilité sociale et ambition culturelle.